bienvenue dans l'Impertinente. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Duport. Alors Philippe Duport, le nom vous est peut-être familier, chers amis attachés de presse qui nous regardez, mais c'est normal puisque Philippe a travaillé pendant de nombreuses années chez France Info. Il a notamment été à la tête de la chronique C'est mon boulot, de la chronique On s'y emploie et de la chronique C'est mon affaire. Bonjour Philippe. Bonjour Marie. Comment allez-vous? Mais je vais très bien, je suis ravi d'être là, je voudrais vraiment vous remercier de m'accueillir. Eh bien écoutez, c'est moi qui vais vous remercier parce que je tiens quand même à dire que vous venez de faire 3 heures de train C'est pour vrai? venir me rejoindre. Vous venez de Paris. Je rappelle que les locaux de l'Impertinente d'enregistrement sont à Grenoble. Donc doublement merci d'être avec moi et d'avoir pris le temps de faire ce trajet pour venir me voir. Avec grand plaisir. Alors, je parlais de France Info, mais pas que. Pas que parce que vous avez travaillé, vous avez une grande carrière de journaliste et vous avez travaillé notamment en presse écrite, C'est vrai. également en agence de presse. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs activités, donc à la fois maître conférencier, animateur et formateur en média training. Tout à fait. Donc on va en parler, ça va être hyper enrichissant. Je pense qu'on va aborder le sujet du journalisme, des RP, du média training, pardon. Et à mon avis, on va vraiment ressortir avec plein de clés et de conseils d'ailleurs que vous pourrez donner au RP, j'en suis sûre. J'espère, je vais m'y forcer. Bon, bah, génial. Alors déjà, avant de rentrer dans le jeu des fameuses questions-réponses de l'impertinente, qui est Philippe Duport? Racontez-nous. C'est un journaliste qui est pas sorti il y a 15 jours de l'école. Moi, je suis sorti du CELSA en 1987. J'ai commencé à travailler donc avant Internet, avant les téléphones mobiles. Donc je sais même plus, je fais plus le calcul. Ça devrait faire 37 ans ou 38 ans que je travaille. Et ma particularité, vous l'avez dit un peu, Marie, c'est que j'ai travaillé à peu près dans tous les types de médias. L'agence de presse, la presse quotidienne régionale, j'ai fait un tour, assez bref, mais j'ai fait un tour, je connais. La presse quotidienne nationale avec Le Parisien, les magazines mensuels et hebdomadaires, et puis la radio. Alors, j'ai pas fait de télé, j'ai pas fait non plus de pure player web, mais je suis passé par tout ça et ça m'a permis de voir que, en fait, on fait tous un peu partout. On a tous les mêmes réflexes, les mêmes attentes, notamment vis-à-vis des attachés de presse et des relations publiques. Et le journalisme, c'est quand même une famille de métiers qui on a tous les mêmes gènes finalement. Ouais. Ben justement, on va rentrer dans ce vif du sujet des gènes journalistiques et puis du liant avec les RP. Je vous propose d'aller directement dans la première question avec la première pancarte relevée. Alors je la lis, vous avez travaillé en presse quotidienne, Le Parisien, dans un mensuel, Courrier Cadre, pas seulement du reste, d'autres mensuels, en radio, France Info, et en agence de presse, ACP, 4 temporalités et traitements différents de l'info. Quelle a été votre expérience préférée et pourquoi? Alors là, j'espère que je vais pas faire trop long, mais parce que j'ai des super souvenirs un peu partout. Et bon, je vais commencer par le début, je vais commencer par l'ACP, qui était une agence concurrente de l'AFP et de Reuters, par exemple, mais fortement concurrente. On était dans un marché très rude. On était à quelle époque là? On était en 1987. Moi, D'accord. j'ai fait mon premier stage à l'ACP en 1986. Et mon souvenir le plus fort, ça a été mon premier reportage pour mes premières dépêches pour l'ACP, où je suis allé couvrir un accident d'avion. À côté de Melun, c'était un petit Fokker qui embarquait 27 personnes. Et je me suis retrouvé dans un champ de betteraves avec les débris de l'avion, avec des gens, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais des gens qui ramassaient les débris de corps. Moi, j'avais 25 ans, les débris de corps qui étaient éparpillés un peu partout. Je me suis retrouvé dans la Chapelle Ardente à faire des témoignages de familles qui venaient d'être endeuillées. Et c'était ma première expérience de journaliste qui finalement chausse ses lunettes noires un peu, et qui met un écran entre la réalité qui est terrible et lui-même, et qui a un objectif, c'est de sortir la meilleure dépêche, la plus complète
et surtout la plus vite possible, d'être le premier, parce que on était tout un tas de journalistes sur le terrain et qu'il fallait être le premier. Et j'ai été le premier. Et donc ça c'est un souvenir majeur chez moi. Après, quand j'ai bossé au Parisien, peut-être mon souvenir le plus marquant, je suis désolé, mais on reste dans les accidents d'avion, mais c'est l'accident du Concorde, le crash du Concorde. Parce que là, toute la rédaction, c'était 150 personnes, hein, la rédaction du Parisien à l'époque, toute la rédaction s'est mise au cordeau, s'est alignée comme une armée, mais véritablement comme une armée. Et chacun savait ce qu'il avait à faire précisément. Moi, j'étais rédacteur en chef adjoint, responsable du service société, c'est-à-dire les sciences, l'environnement, l'éducation, la famille, le tourisme, etc., etc. Donc j'avais a priori rien à faire avec le crash du Concorde. Sauf qu'on m'a appelé en renfort aux informations générales, aux faits divers, pour gérer cette masse d'actu, d'infos, et savoir comment on allait répartir ça. Donc évidemment, on a fait une édition spéciale énorme. Je sais plus à quelle heure c'est arrivé, dans le milieu de l'après-midi, mais on a fait un travail absolument remarquable que j'ai contribué à piloter. Et ça, vous vous sentez porté, vous vous sentez véritablement investi d'une mission. C'est complètement passionnant. Et là encore, on oublie, c'est terrible, mais on oublie la tragédie humaine pour être dans le meilleur journalisme du point de vue technique, le plus fiable, le plus fidèle, faire du témoignage, etc., avoir des experts, les meilleurs experts. Bon, c'était franchement fascinant, cette capacité qu'avait le Parisien à se mettre en ordre de marche. Après, je passais à un autre titre qui m'a laissé de grands souvenirs. J'ai travaillé effectivement à Courrier Cadre, on l'a dit, qui était la publication éditée par l'APEC à l'époque, mais en kiosque. Et là, j'ai fait le tour du monde. C'est tout simple. C'est beau. Oui, je suis allé à Sydney, je suis allé à Dubaï, je suis allé 2 fois en Chine, je suis allé 2 fois au Canada, je suis allé à New York, je suis allé en Colombie, des reportages d'une semaine pour voir comment bossaient les Français. Et j'ai un souvenir, une baignade à 7 heures du mat dans la baie de Sydney avec un expat pour voir un peu comment il vivait. Bon, c'était pas mal. J'avoue que c'était pas mal. En plus, je partais avec un photographe qui est devenu un très grand ami. Et donc, on passait vraiment du bon moment. Et puis, France Info, évidemment, France Info. Moi, j'ai coutume de dire que, voilà, j'ai fait de la radio à la maison de la radio. Ouais. Voilà. Donc, j'étais au cœur du système, dans la maison de référence, et là aussi, je me suis senti porté, et j'ai des souvenirs de quand le rouge s'allume et qu'on a le casque sur les oreilles, qu'on s'entend et qu'on sait que c'est à soi, et on le sait pas, enfin, on le sait sans le savoir, plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers de personnes qui vous écoutent. L'adrénaline qui monte. On est porté, véritablement, on est porté, on touche plus le sol, quoi. On est vraiment dans sa bulle, et c'est des sensations très charnelles, très sensuelles. Ah, Ouais, c'est beau comme vous en parlez. vraiment, Ouais. vraiment, parce qu'il y a le son qui est là, il y a l'intimité du studio, il y a le regard du fil rouge qui est là pour vous donner la réplique. On se sent porté plus ou moins, selon le talent du fil rouge d'ailleurs, on se sent porté par lui. On a parfois un invité qu'il faut rendre bon. On en a la responsabilité de faire un beau moment de radio. Et quand on fait un beau moment de radio, on sort de là. Je vais vous dire, le roi n'est pas votre cousin. Donc là, j'ai la réponse à ma question. J'ai l'impression que la radio emporte quand même tous les suffrages dans votre cœur. C'est peut-être du point de vue de l'intensité, ce qui a été, oui, effectivement, c'est la dernière partie de ma carrière, 13 ans, hein, chez France 13 ans chez France Info, à devoir trouver une chronique tous les jours, une nouvelle chronique tous les jours, une chronique hebdomadaire également tous les dimanches. Donc on décroche jamais, on est toujours en veille, en alerte. C'est très exigeant, et j'avoue que 13 ans, bon, voilà, c'est bien. Oui. Du coup, je pense qu'on a une bonne transition pour notre prochaine question. Alors, je regarde la première question. La prochaine question, c'était comment votre quotidien de journaliste chez France Info, une journée type? Ça commençait tôt le matin, puisque moi, j'ai été à l'antenne au plus tôt à 6h15, mais j'ai fait aussi du 21h, j'ai fait aussi beaucoup de 12-14, j'ai beaucoup été dans le 12-14, mais j'ai été aussi à 7h moins 10. Donc, c'est une journée qui commence tôt, qu'on se lève vers 5h, 5h30, on arrive à la radio, la chronique est évidemment écrite, hein, mais
Il faut regarder ce qui s'est passé pendant la nuit parce que s'il y a lieu de la réactualiser, ben, il faut avoir le temps de le faire. Et ouais. Bon, puis on va en studio, en direct. Bon, on a intérêt à être bien réveillé. C'est pas toujours mon cas parce que je suis vraiment pas quelqu'un du matin et donc c'était une violence que je m'imposais. Mais bon, tant bien que mal, j'y arrivais, je crois. Et puis, ben après, une fois qu'on est sorti du studio, eh ben, on se projette tout de suite Sur la prochaine. sur la prochaine, Et ouais. sur le lendemain, parce que celle qu'on vient de donner, ben voilà, elle passe à la trappe, c'est fini, quoi. Ouais. On l'a donnée, même si j'avais un deuxième passage, voire un troisième passage en direct dans la même journée, bien souvent. Hein. Alors on se projette sur la chronique suivante. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On commence par regarder le fil AFP, évidemment. Ah ouais, ok. Voilà, sur 24 heures, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde et en Donc France? là, alors je me suis toujours demandé, mais à la rédaction, vous avez un fil qui apparaît en push sur l'ordinateur et qui vous permet d'aller consulter de manière récurrente, en fait, en temps réel, les infos. Ah ben on a le fil AFP Fil AFP classique, sur quoi. notre Ouais, d'accord. ordinateur, les dépêches qu'on peut trier D'accord. selon certains critères, et donc on regarde le fil AFP, tout ce qui s'est passé dans le monde, donc on est a priori bien informé. Mm. On relève tous ces mails qui nous viennent bien souvent de relations presse, d'attachés de presse, voilà, ou d'autres organismes, voilà. En tout cas, moi j'avais 300 mails par jour, hein. Donc il fallait en faire un tri assez rapide, bon quand même, parce qu'on peut pas s'attarder sur 300 mails par jour, mais j'avais 300 mails par jour. Et puis moi j'avais ma botte secrète, c'était des alertes Google. C'est Ouais. tout simple, mais quand on crée une alerte Google. Alors moi, c'est mon boulot, hein, mon travail, c'était le monde du travail, l'actualité du monde du travail. Donc j'allais jusqu'à me créer une quinzaine d'alertes Google en tapant travail, en tapant emploi, en tapant chômage, en tapant entreprise, etc. Enfin bon, je vous les fais pas toutes. Et j'avais sur mon ordinateur, dans ma boîte mail, qui m'arrivait à chaque fois, pour chaque mot-clé, une trentaine d'articles. Ok. Une trentaine d'articles que je devais donc parcourir et voir s'il y avait un sujet qui était en train de sortir, qui était en train d'être porté. Alors les alertes Google, là où c'est formidable, c'est que ça brasse hyper large, hyper profond, et donc ça va chercher dans des petits médias qu'on n'a pas le réflexe d'aller consulter, qu'on n'a pas à disposition. Et donc moi j'avais tout ce qui s'écrivait, les signaux faibles, véritablement, j'avais vraiment les signaux faibles grâce à ces alertes Google. Et donc, en fonction de ça, eh ben, je commençais à me dire, ben voilà, je vais aller, il y a tel sujet qui peuvent être intéressants pour demain. J'avais aussi comme source les prévisions de Radio France, parce ils ont un service spécial pour prévoir, annoncer les événements qui vont avoir lieu. Donc ça, c'était très utile aussi. Donc voilà, j'avais tous mes filets qui étaient posés, que je remontais le matin pour voir les poissons qui étaient à l'intérieur des filets, si c'était des balles prises ou pas. Et la notion de programmation, peut-être à un moment donné, pour vous donner un petit peu de confort dans l'identification des sujets, il y avait quand même des sujets que vous programmiez à l'avance, ou c'était vraiment du jour pour le lendemain tout le temps? Alors, globalement, c'était du jour pour le lendemain tout le temps, Ok. ce qui donne une pression Énorme. énorme. Ouais. Mais maintenant, c'est vrai, vous avez raison, Marie, il y a des conférences de presse qui sont prévues, dont on sait qu'elles vont donner a priori un bon sujet. On a aussi, grâce à nos amis attachés de presse relations publiques, des sujets en exclu Mm. qu'on a par avance, 2-3 jours à l'avance, et qu'on sait qu'on va balancer tel jour, qu'on a eu le temps de préparer. Et 2, 3 jours à l'avance, on voit que vous travaillez en radio, que vous êtes réactif, parce que ah oui, parfois les exclus, les embargos, nous, il faut qu'on les envoie 10 jours avant pour avoir le temps de pouvoir contacter le journaliste et que l'info soit traitée en amont, moi, préparée. 2 jours, ça me suffit D'accord. amplement pour préparer un sujet. Donc, si j'ai un embargo, si j'ai la chance d'avoir un embargo, je suis content Mm. d'avoir l'info avant tout le monde. 2-3 jours, franchement, c'est largement suffisant. Ok. Ouais. Et là, ça me donne, comme vous dites, ça me donne un peu d'air. Ça me permet de me dire, ah ben mardi j'ai ça, ou pour commencer la semaine lundi, je sais que j'ai ça, parce qu'il y a telle grosse conférence de presse, tel gros communiqué qui va tomber, et moi je le sais, et moi j'ai les infos avant, j'ai fait du son, etc., etc. Je suis tout content. Voilà, ça me permet de Mm. souffler un peu. Très bien.
Merci pour cet éclairage de comment fonctionnait France Info quand vous étiez, en tous les cas, votre chronique à vous. Je vous invite à retourner la troisième pancarte. Alors, quelle est votre méthode pour préparer une chronique? Comment un RP peut-il aider un journaliste à préparer une bonne interview? Alors, quelle est ma méthode pour préparer une chronique? Donc là, je vous l'ai dit, je scroll, je screen tout ce qui est à ma portée, je relève mes filets, et puis ensuite, je commence à enquêter. Donc, quand j'ai défini mon sujet, je creuse. Donc, je passe des coups de fil, je regarde évidemment ce qui s'est écrit sur le sujet, si des choses se sont déjà écrites sur le sujet. Je vais me demander s'il y a des experts de ce sujet que je vais pouvoir appeler pour l'approfondir. Moi, j'avais très souvent des avocats, par exemple, très très En droit souvent, du travail. en droit du travail. J'avais beaucoup de responsables RH, évidemment, des experts que j'avais identifiés, des bons clients, comme on dit, Tout hein. un pool Tout un pool, voilà, d'experts que vous que je déclencher. pouvais déclencher facilement parce que j'avais leur 06, parce que je savais qu'ils allaient me répondre, parce que quand ils verront Philippe Duport sur leur téléphone portable, ils vont me rappeler tout de suite ou décrocher tout de suite. Donc j'enquête, éventuellement. Alors ça a dépendu des époques. Il y a eu une époque sur France Info où ma chronique était reposée sur un invité. C'était 5 minutes et j'avais un invité en plateau. Donc là, mon boulot principal, c'était de sourcer l'invité, de le trouver, mais on va en parler, je crois, tout à l'heure. On verra. Donc, il faut trouver le bon client disponible pour le lendemain pour venir à 12h30 en plateau. Donc ça, c'était pas évident. Donc l'aide d'un RP, d'un ou d'une attachée de presse peut être primordiale pour faire gagner du temps et puis pour préparer peut-être l'angle d'attaque ou les sujets. Enfin, je ne sais pas comment vous voyez les choses, vous. Alors, l'aide d'un RP peut être absolument déterminant pour identifier les experts, qui de préférence ne sont pas là que pour vendre leur soupe, mais soient capables de prendre de la hauteur et de balayer le champ qu'on a décidé de traiter. Et donc là, c'est pareil, les bonnes attachées de presse et les bons RP, ils vont se distinguer quand ils auront bien compris les besoins et qui vont pas chercher à tout craint à nous vendre leurs clients pour qu'ils parlent de leur boîte, mais parce qu'ils ont compris que on avait une problématique et qui vont nous aider à affiner cette problématique, à nous trouver un expert immédiatement disponible, et j'insiste sur ce point, immédiatement disponible, ou dans l'heure qui vient, parce que c'est comme ça, parce que nous on travaille, encore une fois, du jour pour le lendemain, quoi. Et là, vraiment, l'aide de bons partenaires que peuvent être les RP est super précieuse. Comment sourciez-vous vos invités? Quel pourcentage d'interviews pensez-vous avoir réalisé sur proposition de RP? Et quels sont les meilleurs canaux pour identifier les invités pertinents? Voilà, il y a 3 questions Il y en a une. 3 Vous pouvez questions. ou les mélanger et puis me faire une réponse globale ou alors y répondre point par point comme vous préférez. Je vais essayer d'y répondre point par point. Comment sourcer mes invités? euh, ben, euh, Vous l'avez déjà un petit peu dit. Je l'ai un peu dit, recherche Google, qu'est-ce qui a parlé sur le sujet déjà dans le passé que je pourrais retrouver. Alors s'ils ont écrit un bouquin, c'est bien, Ouais. c'est mieux, Ok. parce que déjà on a un point d'accroche avec la maison d'édition, donc on peut aller les chercher via la maison d'édition, ça leur donne une légitimité, une crédibilité, etc. S'ils sont à la tête d'un cabinet d'experts, etc., je vais pouvoir les sourcer aussi assez facilement. S'ils sont avocats, je viens de le dire, ils sont assez accessibles. En tout cas, pour les sourcer, on fait un travail. Nous, on a à France Info pour les grandes tranches, on a des attachés de production. Donc c'est le métier, sourcer les invités. Moi, je faisais le même métier, je faisais un métier d'attaché de production et je fouinais partout pour avoir les meilleurs invités, les plus facilement disponibles. Est-ce que la notion d'événement, elle était importante chez vous? C'est-à-dire que, en dehors de la rédaction, vous participiez à des événements pour aller rencontrer peut-être justement les personnes en direct et aller élargir votre pool d'invités et d'experts. Ouais, naturellement, il faut sortir. C'était pas trop dur avec le rythme du Si, coup radio? Ouais. franchement, c'était très dur. Ouais. Et je l'ai
probablement pas fait assez. Mmh. Parce que j'étais fatigué, quoi, hein, Oui. c'est un rythme qui fatigue, hein, il faut le dire, hein. Donc le soir, aller à des pince-fesses, bah, pas toujours envie. Le matin, aller à des conférences de presse, bah, pas toujours le temps parce que c'est justement la temporalité pendant laquelle je suis en train, moi, de préparer et d'écrire ma chronique. Alors tiens, écrire une chronique, combien de temps ça prend, tiens? Voilà. Bah, ça prend, pour 2 minutes 30. Ouais. Moi, ça me prend 3/4 d'heure. Une fois que j'ai les infos, Ouais. maximum. Une demi-heure à 3/4 d'heure. J'écris très vite. J'ai toujours été habitué à écrire très vite, avec mes 10 doigts. Et voilà, ça me prend 3/4. Tiens, la question que vous m'avez pas Et un posée. bon cerveau. Bah, ouais, en éveil. Ouais. Puis non, une habitude, quoi. Voilà. Une grande habitude. Moi, encore une fois, ça fait près de 40 ans que je fais ce métier. J'ai fait ça pendant 13 ans à France Mmh. Info. Donc, Oui, il y a une mécanique, dans votre, il y a une mécanique. ouais, Il y a une dans votre mécanique. manière de faire. Mais, quel pourcentage d'interviews pensez-vous avoir réalisé sur proposition de RP? C'est Euh, pour voir un peu quelle utilité on peut avoir, vous voyez? Excellente question. Je dirais, probablement la moitié, quoi. Ouais, Ce qui est très bien. ouais, probablement la moitié, parce que j'ai des RP qui me proposent, comme je disais, qui me proposent des sujets en exclu, qui attirent mon attention sur tel sondage, telle étude, tel événement qui va avoir lieu, tel anniversaire, tel événement mondial, telle tendance, etc., etc. Que moi j'aurais pas forcément vu ou que j'ai pas forcément vu. Et donc, oui, dans mon domaine, probablement la moitié, ouais, Très bien. probablement la moitié. Et puis, quels sont les meilleurs canaux pour identifier les invités pertinents? Ben là, j'ai un peu répondu. Oui, ben, à la fois les RP, mais aussi beaucoup d'un travail de recherche personnelle, le fait d'avoir déjà pris la parole dans les médias. Évidemment, moi, je vais pouvoir aller identifier si c'est un bon client, regarder, écouter Eh ouais, les extraits, savoir si la personne s'exprime bien. ouais, Ça, c'est très ouais. important. Donc l'effet boule de neige d'un point de vue identification et pour vérifier, comme vous dites, que la personne est un bon client, entre guillemets, pour passer à l'antenne, ça c'est hyper important. Parce que, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver face à un interlocuteur qui a perdu tous ses moyens en interview? Ça m'est arrivé avec en plus quelqu'un que je connaissais dans la vie privée et que j'appréciais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais allé dans ses bureaux pour l'interviewer avec mon agra et dans l'idée de diffuser du son dans ma chronique. Et puis je lui dis au bout d'un moment, mais attends, toi, t'es trop bon. Viens en direct lundi, viens en direct sur le plateau, ça sera bien meilleur, etc. Et il est arrivé en direct et là, il a complètement perdu ses moyens. Il s'est mis à parler de sa boîte alors que oui, c'était pas du tout la question qui lui était posée. Et il s'est décomposé. Ça a été un grand moment De de solitude, solitude et pour vous peut-être aussi. pour lui d'abord. Et pour moi, j'étais très gêné parce que nous, on cherche évidemment des bons clients, Ouais. quoi, des gens qui D'où sont à l'aise. l'intérêt de faire du média training, à la fois pour de la radio et de la télé, mais on en parlera après plus spécifiquement. C'est quoi pour vous le truc qui va faire qu'un RP va être dans votre carnet de favoris? Euh, c'est tout simple, hein, c'est vraiment me connaître personnellement, connaître intimement la chronique que je fais, savoir les sujets que j'ai traités, les sujets que je suis amené potentiellement à traiter, être dans ma ligne éditoriale, la ligne éditoriale de la radio et la ligne éditoriale de la chronique, et de pas me faire des propositions complètement lunaires, Déconnecté. déconnectées de ce que je peux faire, de ce que je dois faire. Donc, ça demande le truc, c'est une connaissance intime, ce qui vous demande certainement énormément de boulot, puisque vous avez énormément d'interlocuteurs. Néanmoins, il faut faire ce travail de savoir, ah ben oui, Philippe Duport, en ce moment, il est sur un format 2:30, il a pas de son, il prend tout dans sa voix. En revanche, il peut citer dans sa voix des experts qu'il aura eu au téléphone ou qu'il aura rencontrés. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir une mini-interview, 3 questions avec l'expert que je représente, qui va pouvoir éclairer Philippe.
mais il faut que ça se passe vite, etc. Parce que le RP en question va connaître mon rythme, mes besoins. Donc voilà, c'est ça en fait. Très peu de gens en réalité sont capables de faire ça. Et oui. Et quand on tombe sur eux, effectivement, ils deviennent, comme vous le dites dans votre question, ils entrent dans votre carnet de favoris. D'accord. Bah, je pense qu'on retient bien le conseil. Nous, aujourd'hui, en tous les cas, moi, je défends vraiment cette idée qu'on arrête de faire du mass market. Bien Enfin, sûr, on ne peut pas envoyer la même info, le même angle d'attaque à tous les journalistes. Aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence et je suis très contente de vous l'entendre dire parce que ça vient vraiment affirmer cette nouvelle tendance ce en en fait, quoi vous hein. croyez. Mais voilà, c'est en quoi on croit et que beaucoup d'attachés de presse qui nous regardent et qui nous écoutent croient. Donc on le dit généralement, nous on est RP, donc on le dit à nos clients, on le dit à notre écosystème, mais de l'entendre de la part d'un journaliste, euh, bah ça vient vraiment, ça dit tout en fait. Il faut faire du sur-mesure. Voilà, C'est de la haute couture, de la haute couture. les RP. C'est vraiment, est-ce que cette veste-là, elle va aller à telle personne? Parce que c'est pas la peine de lui proposer un Bermuda si c'est pas le dress code, quoi. Il faut connaître vraiment Ouais. la ligne rédactionnelle, la ligne éditoriale, le positionnement, les contraintes en termes de temps, en termes d'espace occupé. Il faut connaître tout ça pour être un bon attaché de presse. Vous venez quand même de faire une punchline là qui est énorme. Les RP, c'est de la haute couture. Tout à fait. Eh ben, je la reprendrai. Avec plaisir. Je vous mettrai en crédit, en droit d'auteur. Que pensez-vous que l'IA puisse s'apporter, comment pensez-vous que l'IA puisse aider les journalistes? Bon, j'avoue que j'ai essayé l'IA. Par curiosité, évidemment, par conscience professionnelle, je me suis dit ça peut peut-être m'aider à devenir un meilleur journaliste. À ce jour, j'ai jamais trouvé ni une idée de sujet, ni une idée de question, peut-être une idée de question à laquelle j'avais pas pensé. Des infos, non, il y en a pas sur dans ChatGPT. Ça a pu m'aider pour animer des conférences. Je lui dis tiens, je dois animer une conférence sur tel sujet. Quelles questions tu poserais à tel type d'invité? Donc il faut être vraiment bon. Ça j'ai aussi appris qu'il fallait, mais ça tout le monde le sait, qu'il fallait être vraiment bon dans le prompt, dans la demande, très précis. Mais franchement, moi je vois pas que pour le chroniqueur que j'ai été pendant 13 ans sur France Info, spécialiste du monde du travail, etc., je vois pas que l'IA puisse m'apporter ou me faire gagner beaucoup de temps. L'intelligence, j'avais la prétention de l'avoir tout seul. Les sources d'information, je les ai cultivées. La veille que j'ai faite, voilà, elle portait ses fruits. Donc, franchement, j'ai jamais trouvé que c'était une arme intéressante. D'accord. On verra ce que les futures générations de journalistes en font, hein. C'est vrai que Peut-être, tout à fait. Ouais. Peut-être ouais. moi, je suis pas d'une génération qui spontanément va vers ce type de. Mais je pense qu'il faut vraiment développer ses sources personnelles, son carnet d'adresse personnel. Le carnet d'adresse, moi, quand je suis entré dans la profession, c'était vraiment l'alpha et l'oméga. On l'avait en papier, évidemment, mais il fallait qu'il soit épais et complet et à jour. C'était vraiment ce qui faisait la différence entre un bon et un moins bon journaliste. Ouais. C'est l'épaisseur du carnet d'adresse. Ouais. Ça reste quand même ça, le métier. Hein. Euh, un journaliste, c'est un chasseur. Mm. C'est un chasseur d'infos. Et il a ça dans le ventre ou il l'a pas. Ça se développe, l'instinct il se développe, les antennes elles s'allongent au fur et à mesure qu'on travaille, elles s'affinent, on est capable de plus en plus d'identifier des signaux faibles, mais au départ il y a les tripes chez un journaliste. Ouais. Et ces tripes-là, et c'est bien que un attaché de presse, un relation publique l'ait compris, et également ces tripes aussi, l'instinct du bon sujet, l'instinct du sujet qui va faire parler. Si ça m'intéresse, moi, ça me fait vibrer ce sujet ou pas. Et si oui, j'y vais. Il y a des sujets qui ne me touchent pas, j'y vais pas. Ouais.
est la plus grande leçon que vous ayez apprise en tant que journaliste? On va Euh, parler de vos tripes, voilà, on va parler de quelque chose de personnel là. Ben voilà, non mais c'est ça en fait, c'est qu'il faut faire confiance à son. Mais j'en aurais certainement plusieurs des leçons à dire, mais d'abord il faut faire confiance, il faut avoir conscience que le journalisme est un métier tripal et que on a envie de se lancer dans une enquête ou pas et que ça fait écho ou pas à son intérêt, à ce qu'on sent qui va être intéressant pour le public. Et ça, c'est moi j'ai connu des journalistes, des rédacteurs en chef qui avaient un nez véritablement hyper développé et ça fait plaisir parce que aux Parisiens en particulier, je travaillais avec un directeur de la rédaction qui avait un talent extraordinaire pour dénicher les bons sujets, qui faisait des paris très osés, qui étaient suivis ensuite par toute la presse. Ah ouais. Voilà, on décidait de faire le fait du jour sur tel truc, telle histoire, telle tendance. Et on consacrait 2 à 4 pages, alors que personne n'en parlait. Ouais. Et vous voyez, et moi en tant que rédacteur en chef adjoint à l'époque, je voyais que aux 20h, aux 13h, les confrères, ils reprenaient le sujet. Donc il y a les créateurs de tendances et puis il y a les créateurs d'infos, d'actualité. Exactement, Ouais, ouais. ouais. Et ça, quand le sujet qu'on a sorti, sur lequel on a parié, avec ses tripes, est repris chez tous les confrères, fait le tour des médias, de la place de Paris, je peux vous dire que vous êtes content, On hein. dit qu'on est à sa place en fait. Ouais, Ouais, là, ouais, c'est pour le coup, j'imagine. le syndrome de l'imposteur qui a été écrit pour moi, je dois dire, c'est copyright. Euh, Là, vous ne l'avez pas pendant quelques heures. Il vous quitte, après il vous reprend. Mais là, vous vous dites effectivement, j'ai bien fait mon boulot. Après, l'autre chose que j'ai apprise euh, via un autre rédacteur en chef dans un magazine, c'est l'importance de l'angle, l'importance du titre qu'il faut avoir très très rapidement, très très en amont du sujet qu'on est en train de traiter. C'est-à-dire, il faut se dire, il faut donner le titre, écrire le titre de l'enquête qu'on est en train d'écrire, et ensuite on va tirer le fil. Tout va venir vous voyez, s'aligner. Les infos vont s'aligner. On va faire le tri avec les infos qui n'ont rien à voir, et on va au contraire amalgamer, accumuler les infos qui sont cohérente, congruente par rapport au titre. Ça, c'est très important. Généralement, on fait le titre à la fin. C'est une erreur. Il faut le faire le titre dès le début parce qu'il vous donne l'angle. Et ça, c'est très important aussi que les attachés de presse, les relations publiques comprennent avec précision l'angle Ouais, que veut traiter le journaliste. ouais. Donc l'objet de mail, il doit vraiment avoir un angle précis. Ah, absolument. Toujours. Ouais, ouais, ouais. Toujours, toujours. L'objet du mail, absolument. L'information dans un communiqué de presse, l'information principale, l'information catchy, elle doit être mise en. Combien de fois j'ai été obligé de chercher dans des communiqués de presse au fin fond le chiffre qui en fait. Mais c'est ça l'actu, c'est ça le chiffre fort. Pourquoi tu l'as mis en 8e paragraphe? C'était là-dessus qu'il fallait ouvrir. C'était là-dessus qu'il fallait ouvrir. C'était évident. Mais tous les attachés de presse et toutes les relations publiques on passe ce sens journalistique du truc qui va claquer, de l'info qu'on va avoir envie de répéter à son voisin de bureau quand on croise à la machine à café. Dis donc, t'as vu, t'as entendu ce matin, ils en ont parlé à la radio, ou t'as lu le papier, etc. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on fait du journalisme. C'est pour qu'il y ait t'as vu, t'as entendu, ils ont dit, j'ai appris Ouais. que, voilà, c'est ça qui est Ouais, intéressant. ouais. Et dans un mail, bon, imaginons qu'on trouve le chiffre, l'info qui claque. Oui. Est-ce qu'on a besoin, nous, en tant que RP, de remettre ce que j'appelle des tartines de contexte, alors de qui on parle, etc., où on met une info, trois, quatre lignes, et après, en fait, vous faites le boulot derrière d'aller chercher, d'aller consulter la PJ ou d'aller voir sur le lien Drive. J'ai toujours l'impression qu'on en écrit trop dans les corps de mail, mais en même temps, sinon on est un peu hors contexte, on ne sait pas trop comment le journaliste va pouvoir appréhender la question et l'angle. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, je pense qu'il faut faire comme ce qu'on fait nous, c'est-à-dire travailler avec la pyramide inversée. Ouais, C'est-à-dire mettre tout de suite effectivement l'info qui claque, ouais. voilà, et puis ensuite rentrer dans les détails, le background, le contexte, Dans le les corps du mail, exemples. ça Dans le fait pas corps, peur d'avoir tout un pavé non, moi ça me fait pas peur. D'accord, Ça me fait pas peur, ça me rassure plutôt. ok, Moi ça me gêne pas du tout. À d'accord, partir du moment où c'est bien hiérarchisé, ouais, voilà. ok.
où on se trompe pas où on part pas dans la pyramide classique avec des éléments de contexte, etc., pour en arriver finalement à l'information On principale. part de l'info et on On part de déroule. l'info, on répond aux 5 W. Je vais Ouais, pas vous faire injure de vous répéter ce que c'est que les 5 W, ouais, mais on part des 5 W et ensuite on déroule. on déroule. Ouais. Merci. Franchement, je pense qu'on a appris beaucoup de choses avec vous. Je retiens deux, trois punchlines que je pourrais réutiliser. Donc, je suis vraiment ravie. Franchement, le pari est tenu. Euh, Merci Marie. et puis, bah, je vous invite à passer du coup côté média training parce que vous allez nous faire l'honneur d'aller nous conseiller sur des pratiques ou des manières de faire pour bien parler devant une caméra ou derrière un micro.